Est-ce que toi aussi tu souhaites te lancer en immobilier, mais tu te dis mais je connais rien, il y a plein de contenu partout, je sais pas quoi écouter, quoi faire, par quoi commencer, quel contact il faut. Enfin, on a tous eu cette sensation quand on vient de commencer en immobilier et quand on a vraiment jamais investi. Salut, c'est Willem. Donc sur cette chaîne, je te parle de tout ce qui est entrepreneuriat lié à l'immobilier. Je te montre plus trop longue des problématiques, des dilemmes. Donc si tu veux et si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à partager, à liker. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés fin 2023 ou là au début 2024. C'est hyper chaud. Donc si tu soutiens mon travail et si tu kiffes, n'hésite pas à partager et à commenter à la fin et puis nous rejoindre sur Instagram pour faire grandir la communauté. Ok, trop bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on part de zéro? Quand je vous dis zéro, c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien en immobilier, mais rien de rien. On ne sait pas ce que c'est LCD, LLD, CF, taux d'usure, machin, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît rien en immobilier? Alors la première chose que tu vas faire, c'est que une fois que je t'aurai délivré ce contenu par rapport à cette vidéo, tu pourras aller voir directement en description. J'ai fait une formation gratuite où je t'explique toutes ces étapes en détail. Tu verras, il y a du texte, il y a pas mal de vidéos, donc c'est très très détaillé. Donc le but, c'est que tu comprennes ce que je te dis dans cette vidéo et si ça te parle et si tu as appris quelque chose, tu pourras aller directement charger la formation dans la description offerte et tu auras tous les détails où tu pourras calmement regarder toutes les vidéos. La première chose que tu dois faire, c'est définir ton pourquoi. Pourquoi tu fais de l'immobilier? Est-ce que tu veux imiter les gens sur le réseau, aller à Dubaï et vivre sur un bateau tranquillement? Est-ce que tu veux juste remplacer ton salaire? Est-ce que tu veux un petit peu gagner de l'argent par rapport à la fin du mois, par rapport à tes revenus? Est-ce que tu veux créer une SCI, donc c'est une société civile immobilière qui te permet de transmettre facilement tes biens à tes enfants? Est-ce que tu veux assurer ta retraite? Est-ce que tu veux être millionnaire? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'immobilier? Il faut que ton pourquoi soit défini, il faut qu'il soit ancré dans ton cerveau, il faut qu'il soit suffisamment puissant pour que tu puisses gérer toutes les problématiques que tu vas avoir par la suite. Parce que tu auras des problèmes avec les locataires, avec les travaux, avec les artisans, avec la comptable, avec la gestion locative, tu auras des problèmes avec tout le monde. Le but, c'est que ton pourquoi soit assez fort pour que lorsque tu aies des problèmes, tu te dises pas « Ah mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est ceci, c'est cela » et que tu puisses faire face par rapport à toutes ces problématiques. Donc moi, l'objectif, c'est que je te fasse gagner du temps à travers cette vidéo, à travers la formation offerte, à travers nos programmes qui sont payants, que je te fasse gagner du temps, mais le pourquoi, je peux pas le faire à ta place. Je peux pas être motivé à ta place et comprendre pourquoi toi tu fais de l'immobilier. Alors pour te donner une idée, pour que tu arrives à comprendre pourquoi je te dis ça, c'est que moi, mon pourquoi, il est basé sur deux choses. La première chose, c'est que je crois pas du tout à la retraite. Je crois pas du tout en ces systèmes où c'est quelqu'un d'autre qui paye ta retraite. Qu'est-ce qui se passe si dans le système, le quelqu'un d'autre, ils ont plus de thunes? Qu'est-ce qui se passe si il y a moins de gens qui bossent que des gens qui sont à la retraite? Voilà, tous ces systèmes-là, j'y crois pas une seconde. Moi, je crois en un système où je mets de l'argent quelque part dans ma poche ou ailleurs, et après, l'argent me revient tout de suite ou quelques années après. Moi, c'est le seul système auquel je crois. Tout le reste, ça, c'est du bullshit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je veux passer du temps avec ma famille, voyager et que mes enfants aient la vie la meilleure possible, entre guillemets. Je veux pas qu'ils se posent des questions de comment ils vont faire ceci, comment ils vont faire cela, etc., etc. Malheureusement, voyager dans mon cas, découvrir de nouvelles cultures, faire en sorte que les enfants aient le maximum d'éléments pour être à l'aise, malheureusement, il faut de l'argent. Ça, c'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec l'argent, machin, l'argent fait pas le bonheur, tous ces trucs-là, là. Mais ça, c'est des histoires. Si on veut être à l'aise dans la vie, si on veut pouvoir avoir le choix de dire non à son patron, si on peut avoir le choix de dire un non à son directeur, si on veut avoir le choix de partir plus tôt du travail à 15h, ou si demain je veux pas y aller ou je ne sais quoi, il faut de l'argent. Et il faut de l'argent qui soit décorrélé du temps que j'y passe. Il faut pas que le temps que j'y passe soit lié à mon argent. Et pour ça, il faut des revenus passifs. Et moi, j'ai choisi l'immobilier. L'immobilier me permet quoi? D'avoir de l'argent sans que ce soit lié au temps que j'y passe, de me construire un patrimoine, d'assurer un patrimoine pour mes enfants quand ils seront plus âgés, d'assurer des revenus réguliers comme moi, je serai plus âgé. Et là, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, de générer pas mal de revenus locatifs et qui me permet d'avoir la possibilité donc de soit de retravailler dans le domaine dans lequel je travaillais avant, ou soit de me concentrer sur mes projets, ou soit de rien faire en réalité sans que ça impacte l'objectif de ma vie. Ok? Donc première chose, identifier le pourquoi. Deuxième point ensuite, vous allez analyser le contexte actuel. Est-ce qu'on est dans un moment de crise? Est-ce que les banques ne prêtent plus? Est-ce que les taux sont trop élevés? Est-ce que là où vous habitez c'est trop cher? Etc. etc. Quel est le contexte environnant
Quel est le contexte qui n'est pas lié à vous, où vous n'avez pas la main, entre guillemets. Donc, il faut analyser ce contexte actuel. Une fois qu'on a analysé ce contexte actuel, on va identifier des actions à mettre en place. Les taux sont trop élevés, comment on fait? Les banques ne prêtent plus, comment on s'organise? Les prix ont chuté, mais du coup, les agents sont de plus en plus méfiants parce que les agents, vous allez voir, ils vont vous demander limite des offres prêts pour visiter l'appartement. Comment on fait dans ces cas-là? Donc voilà, c'est très important d'identifier le contexte actuel sur lequel vous n'avez pas la main, de le lister et de commencer à comprendre quelle action vous allez mettre en place. La troisième chose ensuite qu'on va faire, c'est identifier quelles sont vos contraintes. Est-ce que vous voulez absolument que votre investissement ou votre résidence principale soit dans telle ville? Est-ce que vous voulez absolument tout gérer, ne rien déléguer et être responsable de tout? Est-ce que vous voulez au contraire ne rien entendre parler, ne rien gérer et tout mettre en gestion locative? Est-ce que vous voulez faire les travaux vous-même? Est-ce que vous voulez passer par des équipes de travaux? Est-ce que vous voulez gérer de la location courte durée, mais du coup vous n'avez pas le temps de vous en occuper? Voilà. Quelles sont vos contraintes? Il faut vraiment identifier la liste de toutes les choses que vous voulez ou vous ne voulez pas et vous n'allez pas y déroger. Par exemple, je vous dis, je vous accompagne, admettons, vous êtes mon élève, et vous me dites, je veux un immeuble dans tel secteur. Et là, je vais me dire, ok, mais donnez-moi la ville, etc., qui vous intéresse et les villes que vous voulez pas aller. Et là, vous allez me dire, dans telle ville, je ne veux pas y aller. Et là, je vais vous dire, même si je vous trouve un immeuble de tant de rentabilité, vous y allez pas? Non, j'y vais pas. D'accord? Donc, c'est très important d'identifier la liste de vos contraintes, les choses qui vous bloquent, les choses que vous voulez pas déroger, les choses que vous voulez absolument. Vous listez tous ces éléments. Ensuite, vous allez lister vos points forts. Quels sont vos points forts? Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous avez des bons revenus? Est-ce que vous avez de l'épargne, l'apport? Est-ce que vous gérez bien votre budget? Pareil comme les points faibles, vous listez tous vos points forts, tous les éléments qui font que la banque va vous prêter plus facilement. Donc ça, c'est très important de noter ces choses-là. Donc faites pause s'il le faut, mais notez vraiment tous vos éléments points faibles, points forts. Et quand vous avez des points faibles, c'est très important d'anticiper, de comprendre, mais comment je vais faire pour combler ces points faibles. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, la chose que les gens négligent très souvent et ils foncent tête baissée, c'est l'objectif. En fait, les gens, ils vont sur le bon coin et se disent, je veux investir en immobilier. Ok, je vais aller sur le bon coin trouver une bonne affaire. Bon, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas la liste des contraintes, il n'y a pas le contexte tel, rien du tout. Et c'est pour ça, en fait, que les gens restent des heures et des heures et des heures sur le bon coin, parce qu'en réalité, ils n'ont pas identifié l'objectif. Identifier l'objectif, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument que lorsque vous allez sur le bon coin, lorsque vous allez solliciter les banques ou lorsque vous sollicitez des gens comme moi pour faire de l'immobilier, pour vous accompagner dans votre premier projet immobilier, faut que vous sachiez ce que vous voulez. Et en fonction de ce que vous voulez, on va s'orienter vers le bon type d'exploitation, la bonne fiscalité, etc., etc. Est-ce que vous voulez acheter une résidence principale? Est-ce que vous voulez, dans cette résidence principale, gagner de l'argent et faire comme nous, mix RP locatif? Donc, c'est notre spécialité. C'est-à-dire que dans notre résidence principale, on loue des chambres. Dans notre résidence principale, on loue des studios. Dans notre résidence principale, on fait des gîtes ou de la location courte durée. Donc, nous, on est spécialisé dans l'optimisation de la résidence principale. C'est-à-dire que même notre résidence principale nous rapporte de l'argent. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un investissement locatif? Est-ce que vous voulez faire de la location courte durée? Est-ce que vous voulez faire de l'achat-revente de résidence principale? Est-ce que vous voulez faire de l'investissement locatif alors que vous êtes locataire? Voilà. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'immobilier? Ça, c'est hyper important. Maintenant, une fois qu'on a calé l'objectif, c'est-à-dire vous voulez remplacer votre salaire ou avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, vous voulez faire de la LCD, etc. Donc maintenant, vous avez calé cet objectif-là, donc vous le notez. Donc n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo. Moi, pour vous donner un exemple, comme je vous l'ai dit, je voulais 10 000 € de passif. C'est-à-dire que je veux que mes investissements immobiliers me rapportent 10 000 €. Donc, que ce soit en achat-revente, en colocation, etc. Peu importe, il faut que chaque mois, ça me rapporte 10 000 € de revenus passifs. C'est-à-dire que ce sont des revenus locatifs qui ne me demandent pas un certain nombre d'heures pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que je mets tout en place. C'est vrai qu'au début, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la sauvegarder pour que tout le monde ait le maximum d'infos. Le début, c'est hyper long, c'est compliqué. Il faut mettre les choses en place, comprendre par quoi il faut commencer, comprendre le pourquoi, etc., comprendre l'écosystème. Une fois que l'écosystème est mis en place, honnêtement, si je devais faire que ça, parce que j'ai d'autres activités, mais si je devais m'occuper que de l'immobilier pur et dur, mes colocs, etc., ça me prend que quelques heures par mois, grand maximum. D'accord?
grand maximum. Je suis pas pour les contenus, on voit les gens à Dubaï, machin, bon après c'est du lifestyle, y a pas de souci, où on a l'impression qu'il faut rien de la journée, etc. Autant oui, vous pouvez, si c'est bien fait, bien délégué, bien paramétré, bien optimisé, vous pouvez y passer que quelques heures par mois. Après, il y a quand même le stress mental, etc. qui entre en jeu, mais honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant qu'on a identifié son objectif, donc moi, comme je vous l'ai dit, le mien, c'est 10 000 euros de revenus passifs. En fonction de ces objectifs, on va s'orienter vers le bon type d'exploitation, le bon bien qui va correspondre à cet objectif. Par exemple, vous voulez compléter votre salaire et vous voulez peut-être gagner 100, 200 euros, 300 euros de cash flow, d'accord ? Petite parenthèse, sachant qu'avec les taux qui sont très élevés, donc ça fait partie du contexte actuel extérieur que vous pouvez pas maîtriser, les taux sont très élevés, donc si vous voulez beaucoup de cash flow, il va falloir viser des types d'exploitation qui rapportent beaucoup de cash flow, puisque la marge qu'on se fait aujourd'hui est plus petite que la marge qu'on se faisait en 2020. Donc avec les taux qui sont à 4,5, je pense que ça va encore monter, mais à un moment donné, ça va diminuer. Donc si par exemple vous voulez gagner, admettons voilà, vous voulez faire du gros cash flow, vous voulez faire de l'investissement locatif, et vous voulez faire vraiment du gros cash flow, et vous n'avez pas trop le temps de vous en occuper, d'accord ? Les types d'exploitation qui rapportent beaucoup d'argent et beaucoup de cash flow, c'est les colocations. Donc par contre, quand vous identifiez chaque type d'exploitation, donc là je vais vous faire la liste, il faut que vous identifiez les contraintes, les avantages et les contraintes. La colocation, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est très rentable. Mais c'est très stressant si c'est vous qui gérez le locataire. Les locataires, malheureusement, il y en a pas mal qui sont un peu assistés entre guillemets. Ils vont vous appeler pour des toilettes bouchées, ils vont vous appeler pour changer des ampoules, ils vont vous appeler parce qu'ils n'arrivent pas à faire marcher la machine à laver, ils vont vous appeler pour changer un petit fil qui pendouille. Je parle pas du fil de l'électricité, hein. Je parle des fils au niveau des accroches qui sont mal réglés, enfin bref, qui pourraient régler rapidement. Ils vont vous appeler potentiellement pour tout et n'importe quoi. Ça peut être une source de stress extrême. Il y a aussi des problématiques entre les locataires qui se mettent ensemble, qui se séparent, etc. Donc la coloc, je vous avoue, c'est très rentable, mais ça peut être une source de stress qui est plutôt conséquente si vous n'avez pas délégué et si vous ne savez pas comment sortir de telle ou telle situation quand vous avez la problématique. Vous avez la location courte durée. Donc la location courte durée, c'est aussi très rentable, mais c'est très archaïque et très, comment dirais-je, manuel au niveau de la façon de fonctionner. Donc si jamais vous déléguez pas, il faut que vous fassiez les entrées, les sorties, répondre aux messages, le ménage, changer les draps, etc. Faire ça tout seul, honnêtement, c'est costaud. À moins que vous ayez du télétravail, vous avez une activité où vous êtes vraiment en flex, où vous pouvez flex. Ça existe comme mot, flex. Dites-moi en commentaire les experts de la grammaire. Bref, si vous avez une activité qui vous le permet, mais honnêtement, la LCD, ça demande vraiment pas mal d'organisation. Donc, quelqu'un qui gère le ménage, comme je vous l'ai dit, les entrées-sorties, les draps, quelqu'un qui sait un petit peu réparer les choses parce qu'il y a toujours des choses qui sont cassées, répondre aux messages, débarquer s'il y a un souci, voilà. Donc, la LCD, ça demande quand même du temps de vous-même. Donc, si vous voulez pas déléguer. Donc, il faut savoir que si jamais vous n'avez pas les équipes pour déléguer, il faut que vous commencez à penser à quelqu'un qui gère le ménage ou une femme de ménage plus qui vous fait de la conciergerie un peu moins cher que une société de conciergerie qui va vous prendre entre 18 et 30%. Donc tout ça, il faut les anticiper. Lorsque vous faites de l'investissement immobilier, c'est pour ça que cette vidéo, il faut vraiment que vous l'enregistrez. Il faut que vous ayez tous ces éléments-là en tête avant d'aller sur le bon coin. Il faut avoir tous ces éléments-là en tête avant même d'aller voir les banques. Si vous commencez à aller chercher des trucs de LCD, etc., et vous n'avez pas anticipé tout ce que je vous dis, vous allez vous retrouver dans la situation. Donc moi, forcément, j'ai fait ces erreurs pour vous le dire. C'est facile de le dire, hein, mais j'ai fait toutes ces erreurs avant. Vous vous retrouvez dans la situation où j'avais mes colocs et j'en avais marre de m'en occuper. Donc en attendant de chercher la gestion, j'ai perdu du temps parce qu'en attendant de déléguer, je trouve pas de locataire, etc. Donc j'ai perdu du temps et de l'argent. La LCD, pareil, je voulais pas m'en occuper, donc j'ai trouvé une conciergerie, mais j'ai perdu des semaines et des semaines pour le mettre en place, et du coup j'ai perdu de l'argent parce que je l'ai pas mis en place tout de suite. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est vraiment anticipé. Donc coloc, c'est très stressant, donc à vous de voir si vous voulez ce stress ou si vous allez déléguer. LCD, pareil, à vous de voir si vous voulez faire vous-même, donc il faut que vous ayez de temps à dégager ou si vous voulez déléguer. Ensuite, il y a immeuble de rapport. Donc un immeuble de rapport, c'est un ensemble de lots qui est au moins de 2 lots, ça s'appelle un immeuble de rapport. Donc l'immeuble de rapport, faut pas penser à des immeubles de 20 appartements, etc. Vous pouvez très bien avoir un immeuble de rapport avec 2 lots, 3 lots, souvent il y a des locaux commerciaux en fonction de là où vous êtes. Donc ça, voilà, ça c'est très rentable. Par contre, l'immeuble de rapport, l'avantage,
L'inconvénient, c'est que vous êtes responsable de tout. S'il y a un ravalement à faire, c'est vous qui êtes responsable. S'il y a un problème au niveau des colonnes ou je ne sais quoi, ou de Enedis qui a mal fait son taf au niveau de l'électricité, c'est vous qui êtes responsable. Si Internet ne marche plus ou c'est mal fibré par rapport à tout l'immeuble, c'est vous qui êtes encore responsable. Un immeuble de rapport, ça rapporte beaucoup d'argent, mais il faut être responsable. Vous êtes responsable de tout. Et vous pouvez pas y aller comme un soldat sur un appart parce que il y a quand même des choses à connaître, à vérifier par rapport à la santé de l'immeuble, etc. Un appart, il y a aussi des choses à vérifier au niveau des documents de copro, mais c'est un peu moins compliqué parce que les documents, ils sont là, tout est établi, etc. Un immeuble, en fonction de comment l'autre personne a géré avant, vous aurez peut-être pas les éléments nécessaires qu'il faut pour vous faire une idée. D'accord? Donc, un immeuble, c'est très rentable. Même le meilleur combo, c'est même un immeuble, vous avez dedans de la LCD ou des colocs, etc. Mais ça demande beaucoup plus de compétences et de points d'attention par rapport à un appartement. Ensuite, vous pouvez passer sur des maisons, construire votre propre immeuble, etc. Ça, vous pouvez ici faire ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a construit un immeuble, c'est-à-dire que vous achetez un lot que vous divisez officiellement, parce qu'on parle de division officieuse, ce qui ne veut rien dire. Diviser officiellement, c'est-à-dire qu'il faut solliciter la mairie, regarder le PLU, faire des places de parking, etc. et construire votre propre immeuble. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait en SCI dans le 78, où on a divisé officiellement une maison en plusieurs appartements. La mairie avait refusé dans un premier temps, mais ils ont refusé trop tard, parce qu'ils avaient un mois pour répondre. Ils ont refusé à 1 mois et 3 jours, je crois. À partir du moment où ils ont refusé trop tard, vous pouvez légalement diviser votre maison en plusieurs studios, dans mon cas. D'accord. Mais le mieux, c'est qu'ils répondent dans les temps et que ce soit fait dans les règles. Donc, vous avez aussi la possibilité de construire un immeuble si besoin. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Ce qui rapporte aussi du cash rapidement, c'est l'achat-revente de résidence principale. Donc, l'achat-revente de résidence principale, c'est que vous achetez un lot, vous faites en sorte que ce soit votre résidence principale, vous le revendez. Et là, il y a des légendes qui disent qu'il faut habiter 6 mois, etc. Enfin bref. La notion de résidence principale, c'est il faut que vous prouviez que c'est votre résidence principale, entre guillemets. Donc, par exemple, vos enfants sont dans le secteur. Par exemple, vous y habitez la première année et ça peut être votre résidence principale pendant 3 mois. Vous déménagez, vous revendez, vous faites un achat-revente de résidence principale au bout de 4 mois. Et ce sera toujours dans la résidence principale. Donc je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des notions de 6 mois. Il me semble pas que légalement il y a des notions là, donc à vérifier. Mais en tout cas, pour vous donner une idée, vous pouvez faire ça 2-3 fois. Et au bout de 2-3 fois, on va commencer à considérer que c'est du marchand de biens, c'est-à-dire de l'achat-revente de résidence principale de manière professionnelle. Lorsque c'est considéré comme professionnel, il faut construire des sociétés, il y a la TVA ou pas sur marge, après il y a les impôts, donc voilà, c'est beaucoup plus contraignant, alors que achat-revente de résidence principale, c'est 0 € d'impôt. Donc moi je vous conseille si vous vous orientez vers ce type de business, de pas faire plus que 2-3 fois, et il faut que le bien que vous achetez soit cohérent avec votre profil. Si vous avez 2 enfants, vous êtes 4 dans la famille, et que vous dites je vais acheter une résidence principale, un studio, et je le revends quelques mois plus tard, c'est pas crédible. Une famille de 4 va pas acheter un studio. D'accord? Donc, il faut que ce soit cohérent avec votre profil. Et après, il faut aussi pouvoir acheter une résidence principale, vivre 6 mois, 1 an dedans, la revendre, voilà. Ça peut être compliqué parce que moi, par exemple, j'ai 2 enfants. Je me vois pas acheter un appart, dire que c'est ma résidence principale, reste dedans pendant 6 mois, redéménager. Non, c'est pas possible. D'accord? C'est un peu compliqué. Donc, si vous pouvez, essayez de rester 6 mois comme ça, vous êtes tranquille. Vous revendez et vous recommencez. Donc ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça 2-3 fois, mais après, c'est touchy. Donc si vous faites l'une de ces types d'exploitation, si par exemple, vous voulez beaucoup de cash flow, c'est le type d'exploitation qui va vous rapporter pas mal d'argent. Donc c'est très important d'identifier le type d'exploitation par rapport à votre objectif, par rapport à vos contraintes et par rapport au moment ou par rapport au contexte actuel et de maîtriser les connaissances ou compétences minimum par rapport à ce que vous voulez faire. Et ça, pour ça, c'est simple. Il faut appliquer la technique du 80-20 que j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Soit vous maîtrisez 80% de ce que vous voulez faire, et là vous y allez banco tout seul et vous trouvez vous-même les partenaires, soit vous maîtrisez 20%, c'est-à-dire que quand je vous parle d'immeuble de rapport, vous comprenez qu'il faut solliciter le PLU, vous savez qu'il faut diviser, officiellement il faut des places de parking, vous comprenez un peu ces notions, mais vous déléguez à 80% à une autre personne qui maîtrise 80% de ce que vous voulez faire. Et lorsque vous déléguez à 80% de ce que vous voulez faire à quelqu'un, il faut que cette personne ait déjà fait ce que vous voulez faire avec succès. Si vous déléguez à quelqu'un la partie mix RP locatif, par exemple, vous venez me voir, vous me dites Willem, je suis intéressé par tes programmes, etc. Je veux faire du mix RP locatif. Et là, je vais vous dire, ok, moi j'ai fait ça, j'ai fait du mix RP locatif.
Et je peux vous accompagner sur ce sujet-là parce que moi je l'ai déjà fait et que mes contenus ne sont que le reflet de ce que j'ai déjà fait. C'est pas de la théorie théoricienne, d'accord? Si vous me demandez par exemple, William, je voudrais faire du nu, etc. Moi je vais vous dire, écoutez, moi le but c'est de gagner de l'argent de tous mes investissements, même résidence principale. Le nu c'est pas une bonne solution. Je ne fais pas de nu sauf dans un Pinel que j'ai fait ou quand j'étais pas formé en 2018. Donc moi le nu c'est pas ma spécialité et c'est pas ce que je recommande. Là je vous dirais, si vous voulez rester sur le nu, je pourrais pas vous accompagner parce que moi c'est pas ma spécialité et pour moi c'est pas là où vous allez faire plus d'argent. Si par exemple vous êtes ouvert à faire du meublé et faire autre chose comme type d'exploitation que je vais vous lister, que je vais vous expliquer, là je pourrais vous accompagner, je pourrais vous apporter quelque chose, d'accord? Donc déléguer des choses à quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, ou si vous le faites solo, c'est pas un souci, maîtrisez 80% de ces éléments-là. Donc ça c'est hyper important. Ok, donc j'espère qu'au stade de cette vidéo vous avez noté. Donc si besoin, faites pause, reculez, machin, notez tout ce que vous voulez. Parce que c'est très important de comprendre ces étapes quand on démarre de zéro, de rien, de nada et nada. Ensuite, la chose que vous allez faire, une fois qu'on a identifié le type d'exploitation, ce que vous voulez faire, on va identifier le lieu. Où est-ce que vous voulez investir? Donc là, pareil, il faut vraiment zoner ce que vous voulez faire, identifier et vraiment construire un cercle. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur le bon coin, donc là, vous savez que vous voulez une maison. Et vous dites, bon, moi, je veux une maison. Ok, je vais investir dans une maison et vous mettez maison, vous mettez France. Ou vous mettez Évry. Non, il faut identifier la zone, le cercle. Vous voulez par exemple investir à Évry dans le 91, à 20 km max. Quoi qu'il arrive, je sors pas de cette zone. Plus vous êtes précis dans ce que vous voulez chercher, plus vous allez trouver ce que vous voulez chercher. C'est hyper important. Identifiez une zone et vous restez dans cette zone tout au long de vos recherches. Ça, c'est hyper important. Quand j'accompagne mes élèves, je leur dis de me donner une zone, les villes qui ne veulent sûrement pas aller, les villes où ils veulent aller idéalement et me donner une zone. Je ne cherche pas en dehors de ces zones. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver un bien au hasard, du hasard, en regardant dans des villes, machin, non, ça va prendre un temps fou. Identifier une zone, ça c'est hyper important. Une fois que vous avez identifié une zone, donc vous savez si vous voulez une maison, vous savez si vous voulez une résidence principale, vous savez si vous voulez un mix RP locatif, vous savez où vous allez investir. Maintenant, avant d'aller sur le bon coin, il faut que vous compreniez, comme je vous ai dit, avec la technique du 80-20, un minimum de choses, d'accord? Dans chaque élément par rapport à l'investissement immobilier. Par rapport à l'investissement immobilier, qu'est-ce que vous avez comme étape? Donc, vous avez la partie comptabilité, fiscalité, recherche de biens, vous avez la partie banque, gestion locative, et vous avez la partie imposition, j'ai déjà dit fiscalité. Donc, c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, de maîtriser 20% de ces sujets dans tous les cas. Et si vous voulez le faire vous-même, il faut maîtriser 80% de ces éléments. En comptabilité, il faut que vous sachiez faire la différence entre LMP, LMNP, SCI, SCI-IRIS, SAS, SARL de famille, etc. Ça, il faut que vous maîtrisiez, vous sachiez de quoi vous parlez. Si vous en équipez pas vous-même, vous déléguez à un comptable, etc. Mais c'est important de comprendre à quoi ça sert ces éléments et qu'est-ce qui sera adapté à votre profil. Quand vous recherchez un bien, il faut que vous ayez un minimum, savoir comment on recherche. Donc, je vous ai dit au début, vous savez le type de bien que vous cherchez, donc vous savez si c'est une maison, un appart, etc. Donc, quand vous allez identifier le type d'objectif que vous voulez, vous cherchez par exemple un appart, ne cherchez pas une maison, d'accord? Ne vous dites pas, ah, par hasard, je vais tomber sur une maison. Non, vous mettez appart. Dans les filtres, vous mettez appart. Vous cherchez un appartement, vous avez fait tous vos calculs à partir de là, vous cherchez un appart. Si vous cherchez un immeuble, moi, je cherche des maisons, par exemple, pour mes élèves, ou un immeuble, parce qu'une maison, je sais que je peux la diviser en immeubles, et je cherche un immeuble parce que je sais que la personne cherche un immeuble. J'enlève le filtre appart. Donc, je mets que le filtre immeuble, maison. Je mets les filtres qui sont adaptés à ma recherche. Donc, je mets pas des choses qui vont me perdre l'esprit ou etc. Donc, ça, c'est important de comprendre comment vous faites par rapport à la recherche, comprendre le minimum de la façon de faire. D'accord? Ensuite, par rapport au financement bancaire. Donc, de toute façon, vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, hein, tout ce que je vous dis, vous allez le retrouver dans la formation offerte. S'il y a des éléments qui sont pas dans la formation offerte, vous me dites en commentaire ou vous allez me trouver sur les réseaux et vous me demandez de les rajouter ou de les mettre à jour ou que ça manque. Et si bien sûr c'est trop détaillé, trop dans le détail ou si jamais du contenu c'est trop poussé, là je vais vous dire, écoutez, la formation offerte, c'est pour vous aider à démarrer, à comprendre tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Maintenant, tout ce que vous me demandez, je peux pas le racheter dans la formation offerte par respect pour ceux qui ont payé pour avoir la formation payante et tous les programmes d'accompagnement. Si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre.
dans la formation, dans la programmation, dans l'accompagnement de ce qu'on fait. Moi, je vous réponds à vous en off, mais il y a des éléments que je peux pas rajouter parce que forcément, c'est déjà dans le programme, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, si c'est des choses que j'ai déjà expliquées, qui sont mal expliquées, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Vous me dites, ça, c'est j'ai pas compris, je comprends rien, c'est faux, machin. N'hésitez pas et je corrige. Donc, c'est vraiment important, comme je vous l'ai dit, de maîtriser une partie de ce que vous, chaque partie dans l'immobilier, donc chaque élément de briques qui font partie du processus immobilier pour comprendre de quoi vous parlez. Donc dans la partie financement bancaire, vous allez voir l'importance de créer une stratégie, un dossier bancaire, etc., etc. Donc vous allez voir ça directement dans la description. Ensuite, dans la fiscalité, comme je vous l'ai dit, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est adapté par rapport à vous. Dans la comptabilité, c'est important de comprendre aussi comment on fait la comptabilité, qu'est-ce qu'on peut mettre en charge, qu'est-ce que c'est l'amortissement, qu'est-ce que c'est la charge, etc., etc. Comprendre un peu ce qui se passe, comprendre ce que c'est un actif, un passif, comprendre ce que c'est le chiffre d'affaires, les bénéfices, les résultats. Voilà, pas rentrer dans les détails du détail, mais comprendre un peu ce qui se passe, l'environnement, pour pas être perdu et pour pas pas tout déléguer à 100%. Vous pouvez passer par quelqu'un. C'est pas déconnant, c'est pas un problème. Passer par quelqu'un pour faire votre investissement immobilier ou passer quelqu'un suivre un programme, etc. En l'occurrence le mien, je vais pas vendre quelqu'un d'autre. Ça, y a pas de souci. Mais c'est très important et je vous le dis, même si vous passez par quelqu'un, comprenez un minimum de ce que vous faites, un 20%. Il ne faut pas qu'il y ait un type de sujet où vous ne comprenez rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Il faut absolument que vous maîtrisiez un minimum. Même si vous passez par quelqu'un qui est expert de je ne sais pas quoi, on s'en fout. On va pas tout faire à votre place. Le but, c'est vraiment de vous tenir la main, de vous dire que le chemin, c'est par là, mais il faut que vous maîtrisiez un 20% de ce que vous faites. Une fois qu'on a identifié, donc une fois qu'on a dit tout ça, donc vous maîtrisez le minimum de termes dans la formation offerte, vous aurez tout. On est au niveau de la recherche. Donc je prends mon exemple de quelqu'un qui veut un cash flow énorme. Donc en ce moment, vous avez vu, les taux sont très élevés. Donc pour avoir un cash flow énorme, il faut viser un bien auquel on peut apporter le plus de transformation. Plus vous allez partir d'un bien qui est pourri, entre guillemets, et après que vous allez transformer, plus vous allez gagner la rentabilité. Donc par exemple, si je prends un bien qui est complètement pourri, etc., qui a une lettre hyper basse, entre guillemets, au passage, ceux qui ont peur des lettres, des DPE machin, c'est une superbe opportunité. Pourquoi? Parce que lorsque l'État fait des règles comme ça, lorsque BFM alerte tout le monde, c'est une superbe opportunité pour nous les investisseurs. Pourquoi? Parce que tous les gens vont paniquer. Ah, j'ai un DPE, j'ai un DPF, j'ai un DPG. Faut que je vende. Comment je vais faire avant que ma lettre baisse encore? Comment je vais faire, etc. Pour nous, c'est une super opportunité. Tous les biens DPE, F, G seront bradés. Parce que les gens seront paniqués. Les gens vont faire vite. Et quand les gens réagissent sous émotion, c'est là que vous pourrez tirer un maximum de choses. Donc, foncez sur les biens qui sont des mauvaises notes. Ce n'est pas une problématique. Avec les travaux, vous pourrez monter de 2-3 lettres, voire une lettre en fonction d'où vous partez. D'accord? Donc, dans notre exemple à cash flow, on va viser donc un bien qui est hyper pourri, des biens que personne ne veut. Visez des biens, donc si vous voulez du cash flow, que personne n'a envie de voir. Annonce mal faite, photo dégueulasse, annonce mal décrite, texte qui correspond pas aux photos, photo de la rue, on sait pas pourquoi, photo de l'immeuble alors que je vais acheter uniquement un appart, je vois même pas l'appart, visez uniquement des biens comme ça. Quand vous regardez le Bon Coin, il ne faut pas que vous tombiez sur des annonces où vous dites « Ah mais il est trop bien cet appart, ah ouais je vais me faire de l'argent ». Non, si l'appart est déjà trop bien, votre rentabilité va diminuer. Si l'appart, vous ne pourrez même pas vous-même mettre un orteil dedans, votre rentabilité sera très 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 élevée. Donc une fois que vous visez un bien, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui cherche du cash flow, et là ça vaut pour tout le monde, il faut que vous ayez la capacité à optimiser les espaces et à gérer les travaux. Nora a la capacité de quoi? C'est-à-dire que quand elle rentre dans un bien, le brut de pomme, elle voit que des pierres comme ça, vide, elle arrive à savoir ce qu'elle va faire dans le bien. Elle va dire, ici sera salle de bain, ici sera la cuisine, tac, tac, tac. Dans une coloc, je vais vous donner un exemple, donc on a acheté un appart de 3 chambres dans notre première coloc, d'accord? Il y avait 3 chambres. Par rapport à ma rentabilité, non, il y avait 2 chambres, pardon. Par rapport à ma rentabilité, 3 chambres, j'étais bien, mais si j'arrivais à construire 4 chambres, j'allais passer à 800 € net de cash flow net, c'est-à-dire 800 € après toutes les charges. Si jamais j'avais que 3 chambres, je crois que j'étais à 500 ou 600 €. Ouais, peut-être dans les 500 €. Donc vous voyez, 300 € d'écart si madame arrivait à me trouver 4 chambres dans l'appartement. Donc comment ça se passe, comment nous on fonctionne? Moi je suis responsable de la partie rentabilité, cash flow, etc. Donc moi je fais les calculs. Une fois que j'ai fait les calculs, je fais des hypothèses et madame met en œuvre en réalité par rapport à son hypothèse.
par rapport à l'hypothèse que j'ai effectuée. Donc elle a réussi à me trouver 4 chambres, dont une chambre en I. Je savais même pas que c'est possible, donc la chambre elle est comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal d'espace. Hein. Mais moi je me suis dit c'est bizarre quand même, une chambre en I comme ça, c'est atypique. Et du coup ce qu'on a fait, comme c'était un petit peu atypique, donc bref, bien sûr vous avez au moins les 9 mètres carrés, donc pour faire une chambre en coloc il faut au moins 9 mètres carrés. Donc cette chambre elle fait 13 mètres carrés et on a mis une salle de bain. Donc c'est une chambre avec salle de bain ou voilà, salle de bain privative. Donc on a transformé quelque chose qui me semblait un peu bizarre moi dans ma tête, en quelque chose d'atypique, et les gens ils kiffent cette chambre. D'ailleurs c'est la chambre la plus chère parce qu'elle est atypique et parce qu'il y a une salle de bain, et voilà, c'est pas une chambre comme les autres quoi. Ce qui fait que donc dans notre appart, qui était au départ un appart avec 2 chambres, donc c'était un F3, on a transformé l'appart en F5. On a donné une cuisine sur le salon, donc nous on fait pas de salon dédié, sauf en maison, où là ils avaient un salon dédié immense. Mais en appartement, voilà, c'est des colocs, les gens ils viennent juste pour bosser, etc. Ils ont un salon, enfin un espace cuisine-salon, et ils ont pas besoin d'un salon dédié, etc. Donc dites-vous que chaque mètre carré c'est de l'argent. Donc en fonction de la zone où vous êtes, en fonction de comment vous pouvez faire, vous pouvez voir si vous devez mettre un salon sur la cuisine, un vrai salon. Ça dépend des cas en fait. Vous voyez que l'immobilier c'est plutôt complexe et ça dépend de chaque cas d'usage, de la rentabilité que vous avez besoin de faire, etc., etc. Et bien sûr, il faut que vous soyez à l'aise. Donc nous, on a décidé de sacrifier entre guillemets le salon. Donc on a un espace cuisine qui se donne sur le salon, donc qui est vraiment assez petit, parce qu'on a une terrasse de 35 mètres carrés et parce que dans les chambres, on a mis une chambre atypique qui a une salle de bain. On n'aurait pas fait ça si les chambres n'étaient pas grandes. On n'aurait pas fait ça si on pouvait pas mettre une salle de bain dans une chambre. Et on n'aurait pas fait ça si on avait un extérieur. Donc, il y a une contrainte au niveau du salon. C'est pas un grand salon, mais il y a d'autres avantages dans cet appartement. Donc, il faut savoir avoir cette appétence et avoir cette capacité à optimiser les espaces et à s'adapter. Donc ça, c'est très important que vous maîtrisez cette compétence. Si vous la maîtrisez pas, comme d'habitude, 20%, donc vous savez ce que vous voulez faire, etc. Donc ça, c'est moi qui ai les 20%. Et madame a 80%. Donc quand je lui dis, je veux telle rentabilité, je veux, donc pour cette rentabilité, il faut 4 chambres. Elle met en œuvre ça par rapport à ce que je lui ai dit. D'accord? Ça, c'est hyper important de comprendre. Une fois qu'on a identifié le bien, on a identifié le type d'exploitation, on a identifié l'objectif, et après, on a les prérequis par rapport à ce que je vous ai dit. Il faut savoir à peu près estimer les travaux et comprendre comment ça fonctionne. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc dans cette vidéo, je vous ai donné vraiment pas mal de choses. Je sais que vous partez de zéro si vous êtes intéressé par cette vidéo. Et malheureusement, il y a des choses que même si vous déléguez, vous allez devoir comprendre. Et par rapport les travaux ne dérangent pas à la règle, vous devez comprendre à peu près comment estimer grosse touche les travaux. Donc petit tips, si vous ne faites pas des constructions, des travaux, gros œuvres, ne dépassez pas les 1000 € de mètre carré. Peu importe ce que votre artisan va vous dire, votre maître d'œuvre, vous ne dépassez pas les 1000 € de mètre carré. Donc si vous entrez dans mon programme et que vous avez accès à tout mon réseau, vous n'aurez pas de questions à vous poser, le comptable, le machin, vous avez tout ce qu'il faut. Si jamais vous faites ça solo, ne dépassez pas les 1000 € de mètre carré quoi qu'il arrive. Sauf si vous rentrez dans des choses de construction, de gros œuvres, etc. Mais là, on dépasse pas les 1000 € de mètre carré. Ça, c'est le montant à ne pas dépasser. Voire 1100 grand max. D'accord? Ça, c'est pas important à comprendre. Donc, vous devez savoir identifier à peu près les travaux grosses touches. Et quand vous rentrez dans une pièce, vous devez savoir si le mètre carré, ça va faire 300, ça va faire 500, ça va faire 800. Voilà. Vous devez savoir combien ça coûte. Donc, de toute façon, regardez l'information offerte, vous allez voir un petit peu comment on fait pour estimer à peu près grosse touche. Mais ça, c'est très important de comprendre à peu près quand vous entrez dans un appartement, quand vous faites une visite, vous devez savoir, ok, là, ça va coûter 300 €. Ah, là, c'est peut-être 500 €. Là, c'est 800 €. Voilà. Ça, c'est grave comme travaux. J'y vais pas, etc., etc. Donc ça, vous devez un petit peu le connaître. Avant de faire la visite, donc, vous verrez dans la formation offerte, donc, je vais vous faire le listing des questions. Je vous ai préparé, donc, 50 questions, donc, 25 pour les appartements, 25 pour les maisons. Des questions à poser avant que vous allez visiter. Donc, ces questions, il faut les connaître avant. Donc, faut connaître ces questions avant de visiter et avant de faire une offre. C'est hyper important. Donc, je vous invite à regarder l'information, vous aurez toutes les questions. Mais c'est très important d'avoir ces réponses avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui peuvent être irréversibles. Donc, dans la liste que vous allez récupérer, vous allez mettre cette question-là, c'est bloquant. Cette question-là, c'est majeur. Cette question-là, c'est mineur. En gros, cette question, vous mettez, si par exemple, vous demandez qu'il y a des champignons, si la personne dit oui, vous y allez pas quoi qu'il arrive. Si par exemple, la question c'est, est-ce qu'il y a un problème de toiture? S'il faut refaire la toiture, vous n'y allez pas quoi qu'il arrive. Voilà. Vous posez des questions et vous identifiez les questions bloquantes, majeures, mineures. Ça, pourquoi? Ça permet de gagner du temps et de pas perdre de l'argent par la suite.
Trop de gens se lancent, ils achètent un truc, ils en posent aucune question. Ensuite, ils se rendent compte que la chaudière avait tant d'années, il faut la changer. La toiture a été changée tant de temps, il faut la changer. L'électricité n'était pas aux normes, etc. Il faut la changer, etc., etc., etc. Donc, c'est hyper important de poser toutes les questions et de savoir ce que vous achetez, en fait. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous allez faire une offre le plus vite possible. Lorsque vous visitez un bien, c'est très important de bloquer le bien très très vite, surtout si vous êtes en Île-de-France. Pourquoi? Lorsque vous faites une offre le plus vite possible, ça a deux conséquences. La première, c'est que vous pouvez avoir le prix bas, le plus bas possible, parce que vous ne laissez pas le temps de réfléchir le vendeur. La deuxième aussi, c'est que vous pourrez ensuite, si vous n'avez pas eu réponse à la question, répondre à vos questions, venir dans un deuxième temps avec l'artisan si vous n'avez pas eu le temps, réfléchir, refaire vos calculs, etc., 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 etc. Donc, c'est très important de faire une offre le plus tôt possible pour avoir le prix le plus bas possible et par rapport aux questions que vous verrez dans la formation offerte, avoir le maximum d'éléments pour comprendre la psychologie du vendeur, ce qui va pas, etc. et vous permettre de faire une offre vraiment au plus bas par rapport à négocier le prix le plus bas. Bien entendu, l'une des clés de l'immobilier, c'est que il faut acheter le plus bas possible pour avoir le plus de rentabilité possible. Par rapport au prix que vous allez faire, il faut que vous ayez la notion de trois types de prix. Vous avez le prix qui est très très bas par rapport au marché. Donc ça, c'est lorsque le bien est pourri, lorsque les gens sont pressés, divorce, décès malheureusement, séparation, ou lorsque les gens veulent partir sur autre chose ou déménagent, voilà, quelque chose qui fait qu'il y a une urgence ou une émotion. Là, vous pourrez négocier au plus bas possible. Sachant qu'en Île-de-France, comme en Île-de-France c'est n'importe quoi, vous pouvez avoir du mal à négocier alors que le bien est complètement pourri. Ça, c'est possible. Ensuite, vous avez la fourchette moyenne du prix du marché. Donc ça, vous pouvez aller sur le Bon Coin, sur le site des impôts. Ça, je montre ça aux élèves dans mon accompagnement. Mais lorsque vous allez sur le site des impôts, vous vous connectez, vous allez dans bien immobilier et vous pourrez voir à peu près ce qui s'est vendu pour de vrai. Et ensuite, vous pouvez utiliser Meilleur Agent. Voilà, vous pouvez croiser le maximum de données possible pour avoir un prix au mètre carré moyen. Et ensuite, vous avez le prix haut coup de cœur. Donc le prix haut, c'est lorsque le bien est très très bien agencé, une déco spéciale, l'architecture spéciale. C'est pas forcément lié à vos travaux. C'est pas parce que vous avez fait plein de travaux que vous allez vendre le bien plus les travaux que vous avez fait. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, si votre bien est un peu atypique ou rare ou un peu fait différemment par rapport à tous les biens qui les entourent, vous pouvez être en fourchette haute. Le prix coup de cœur, c'est quand c'est 20% au-delà du prix du marché. Au minimum, c'est lorsque les gens ont eu un coup de cœur entre guillemets sur le bien et là, comme je vous l'ai dit, ils réagissent sous l'émotion et ils vont suracheter votre bien par rapport au prix qui vaut vraiment, parce qu'ils voulaient absolument ce bien-là parce qu'il est situé à tel endroit, ils voient absolument ce bien-là parce qu'il y a une dépendance, etc., etc. Donc ça, c'est le prix coup de cœur. Donc lorsque vous faites une offre, il faut absolument que vous ayez connaissance de ces prix. Vous ne pouvez pas faire d'offre sans connaître le marché, sans connaître quel est le prix bas, le prix haut et le prix coup de cœur. Vous, dans tous les cas, n'achetez jamais sur le prix coup de cœur. N'achetez jamais un bien au-delà de prix qu'il vaut. Jamais. Même si c'est votre résidence principale, etc., etc. Quoi qu'il arrive, ne vous positionnez jamais sur un prix très, très élevé. Le maximum que vous devez vous positionner, c'est dans la moyenne du marché. Moyenne basse, mais idéalement, forcément, et si vous avez compris cette formation et si vous avez bien appliqué ce que je vous dis, c'est vraiment de passer à un prix très très bas par rapport au prix du marché. Une fois qu'on a fait son offre, une fois qu'on a bloqué le bien, etc. Donc là, vous avez la phase où le vendeur va accepter, etc. Et là, vous avez la partie financement bancaire. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans la formation, je vais vous expliquer comment on construit sa stratégie, comment on se construit son dossier bancaire, et c'est très important dans votre dossier d'effectuer tous les éléments que j'explique. Donc, expliquer son projet, expliquer pourquoi vous avez choisi telle fiscalité, expliquer quelles sont vos faiblesses et vos contraintes, et lister tous les éléments qui sont par rapport à vos contraintes et comment vous allez faire pour combler ces contraintes. Vraiment faire un projet vraiment quali, complet, pour faire gagner du temps au banquier. Dites-vous que le crédit immobilier, la banque, elle s'en fout. C'est vraiment un produit d'appel et ça représente un chiffre d'affaires très très petit par rapport à son chiffre d'affaires total. Donc, il faut absolument que vous fassiez un dossier complet, que vous fassiez gagner du temps à la banque. Ça, c'est hyper important à comprendre. N'allez pas voir la banque sans dossier bancaire. N'allez pas voir la banque sans stratégie. Ensuite, même si vous suivez cette formation offerte, tous mes programmes, etc., on aura tous des refus. On en a tous. Le but, c'est de comprendre ce que c'est un bon refus, un mauvais refus. Mais vous aurez des refus. Ne vous découragez pas au premier bien. Si vous allez tout seul, etc., ne vous découragez pas au premier refus, deuxième refus, troisième refus. Sur le premier, j'ai eu une vingtaine de refus. Et maintenant, j'ai vu 3,4 millions de patrimoine.
Donc les refus, j'en ai eu plein, mais maintenant je me dis j'ai plein de maisons, plein d'apparts. Donc ne vous arrêtez pas au premier refus, vous en aurez, peu importe votre profil, vous aurez tout le temps, on a tous des refus parce qu'on vise tous quelque chose de nouveau. Donc forcément, comme c'est quelque chose de nouveau, c'est plus risqué, donc on est soumis à plus de refus. Donc ne vous arrêtez pas au premier refus, ce n'est pas un souci. Ensuite, une fois qu'on a préparé son dossier bancaire, une fois qu'on a préparé sa stratégie, etc., donc on va aller voir les banques. Et là, les banques, je vais vous donner un tip super important à comprendre. Allez voir uniquement les banques régionales. Si vous pouvez aller voir les banques nationales, d'accord, les banques grands groupes, etc., ça peut fonctionner. Mais les petites banques, caisses d'épargne, etc., Crédit Agricole, etc., ces petites banques-là, c'est plus facile de déroger aux règles et de faire des accords vraiment interbanques et de pas aller aller voir les cautions, etc., ou le siège ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment important de rester en agence et de solliciter les banques régionales pour faire passer des projets qui sont un peu plus complexes ou peut-être professionnels, etc., etc. Donc voilà, c'est très important de comprendre comment solliciter les banques, les bons interlocuteurs, et pour passer des financements qui sont plus compliqués si par exemple vous n'êtes pas en CDI. Donc j'espère que vous avez commencé à tout noter, j'espère que vous avez noté les éléments. Donc vous vous rappelez, on identifie son pourquoi, on identifie le contexte actuel, on identifie ses contraintes, on identifie son objectif, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'immobilier, on identifie le type de bien, le lieu, la zone. On maîtrise 20% de chaque élément de l'immobilier, d'accord? Donc tout ce que vous allez voir dans les formations offertes, il faut maîtriser. Si vous maîtrisez l'ensemble des éléments, vous aurez largement plus que 20% et vous connaîtrez largement plus que 100% des gens, j'allais dire n'importe quoi, que 90% des gens. Ça va vraiment vous aider, vous allez voir. Ensuite, on identifie donc les différents interlocuteurs par rapport à ce qu'on a besoin. On apprend à faire les travaux, etc. On bloque le bien avec une offre. On fait l'offre adaptée, on calcule son prix du marché, le prix au mètre carré, etc. On apprend à faire tout ça. Donc ça, c'est important que vous ayez ces éléments par rapport à tout ce que je vous ai indiqué, d'accord? Et ensuite, vous allez à la partie réseau. Donc ça aussi, c'est hyper important à comprendre. Tous les réseaux que vous avez besoin donc par rapport à votre parcours, d'accord? Au niveau de votre parcours, il faut que vous ayez un bon comptable, une bonne fiscaliste. L'avocat, c'est dans un prochain temps parce que malheureusement, potentiellement, vous avez des problèmes avec les locataires. Donc, un avocat ou une aide juridique qui couvre la partie immobilière. Vous aurez besoin de comprendre comment solliciter les différentes banques, donc construire un partenariat avec les banques, donc c'est ce que je fais. Ça, c'est dur de faire ça au début, mais vous pouvez solliciter pas mal de banques et au moins faire passer tous vos financements dans la banque que vous aurez identifiée. Vous aurez besoin d'une équipe au niveau de la maîtrise d'œuvre, des artisans. Donc ça, c'est hyper important de commencer dès maintenant, dès que vous fermez cette vidéo, vous avez pris les notes, commencez à regarder le réseau dont vous avez besoin. Identifier une femme de ménage, que vous fassiez de la longue durée ou de la courte durée, ça c'est hyper important. Un homme à tout faire entre guillemets, donc quelqu'un qui peut passer, donc vous pouvez trouver ça sur Hello Voisin ou dans votre entourage. Donc quelqu'un qui peut faire des menus réparations. Donc par exemple, moi j'ai un problème de joint, ça va me coûter 100 €. Alors qu'en fait c'est pas grand chose. Il faut enlever le joint, nettoyer, remettre un joint. Le truc du joint ça doit coûter 10 balles, ça doit prendre 1 heure de le faire max. Mais je suis obligé de payer quelqu'un d'autre. Après tant pis pour le locataire parce que c'est lui qui va payer. Mais voilà, il m'a pris 100 balles pour ça. Le déplacement, le temps de le faire, etc. Je vais pas trouver quelqu'un qui prend 15 balles ou 20 balles, ça n'existe pas. Il faut qu'il se déplace, il faut qu'il achète le matos, faut qu'il prenne 1 heure à 2 heures de son temps, l'aller-retour, etc. Voilà, vous voyez vite que pour la moindre réparation, on est déjà à 50 € minimum. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, construisez votre réseau dès le départ, petit à petit, par rapport à ce que vous aurez besoin de faire. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, dernier élément qu'il va arriver à comprendre, c'est la partie gestion de budget, épargne, apport. Lorsque vous allez voir les banques, d'accord? La banque, je vais vous le dire, donc par rapport à l'apport, elle s'en fout de votre apport. La banque, quand vous lui demandez 100 000 € que vous mettez 10 pauvres 1000 € entre guillemets, c'est déjà une somme, hein, mais bon, ça va pas permettre à la banque de vous prêter ou non. La banque pourrait vous prêter 1 million, 2 millions sans même que vous mettiez 0 € d'apport. Pourquoi la banque vous demande de l'apport? La banque demande de l'apport par rapport à la gestion de risque. Elle veut voir si elle veut partager le risque avec vous et elle se dit est-ce qu'il est prêt à partager le risque avec moi? Et elle veut voir si vous êtes un bon gestionnaire. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous voulez créer un business et vous savez que j'ai des millions et des millions. Vous avez besoin de 400 000 €. Donc vous venez me voir, vous me demandez 400 000 €, vous m'expliquez votre business et tout, je suis super convaincu. Waouh, top, je vais te prêter 400 000 €. Et là je vous dis ok, bah pour ce business il faut créer une société, faire un montage particulier, ça coûte 2-3 000 €, je me suis renseigné. Et là je vais vous dire mais est-ce que tu aurais les 2-3 000 € pour faire cela? Et là tu vas me dire non, non, moi je veux que tu me prêtes tout l'argent, etc.
Et avec la banque, c'est exactement le même raisonnement. Imaginons que vous allez voir la banque, vous leur dites je veux 100 000 euros, mais vous n'avez pas géré votre argent de votre côté. C'est-à-dire que vous n'avez même pas épargné un minimum pour mettre un peu d'argent dans le projet. Et là, elle va se dire que vous ne croyez pas au projet. C'est pour ça que la banque vous demande de l'apport. C'est pour voir à quel point vous croyez au projet et pour voir si vous êtes prêt à prendre des risques, pour voir si vous avez bien géré votre budget. Vous pouvez demander 500 000, 600 000 euros, mais si vous n'avez même pas 20, 30 000 euros à mettre dans votre budget, la banque va se dire que c'est pas sérieux. La banque va et si c'est pas sérieux, elle va se dire que vous aurez du mal à rembourser vos crédits ou que vous n'allez pas monter un projet assez solide pour rembourser le crédit. Donc en fait, c'est à ça que sert l'argent, l'apport. C'est voilà, c'est pour ces deux notions-là. Donc c'est très important que vous commenciez à constituer un apport, une épargne et pour vous situer, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut que vous essayiez de préparer 10%. Donc c'est possible de mettre 0 € d'apport, mais ça c'est hyper compliqué. C'est possible si vous êtes dans votre banque, c'est possible si c'est un montant qui est pas très élevé, mais commencer à demander 200, 300 000 euros sans apport, là clairement c'est quasiment pas possible. Donc commencez à préparer 10%, c'est-à-dire que si votre projet global coûte 300 000, il faut 30 000. Si votre projet global coûte 200 000, il faut 10 000. Vous pouvez mettre beaucoup moins, mais dites-vous que c'est le montant que vous devez préparer idéalement et à pas dépasser. Donc, quoi qu'il arrive, si c'est votre premier investissement, ne dépassez pas 10%. Si la banque vous demande plus que 10%, fuyez. Parce que vous pouvez largement trouver quelqu'un qui va vous prêter pour 10%, qui va vous prêter si vous mettez 5%, 0, j'y crois pas trop, mais entre 5 et 10%, c'est largement possible, d'accord? Donc, préparez ces 10% idéalement. Si vous avez moins, vous pouvez forcément vous lancer, il n'y a pas de souci. Mais idéalement, commencez à bien gérer votre budget, commencez à créer cette épargne, commencez à voir le montant que vous pouvez mettre dans l'apport, commencez à vous préparer tranquillement. Ensuite, pour finir, l'élément le plus important, donc si vous devez retenir 2 éléments dans cette vidéo, c'est comprendre comment avoir un financement bancaire. C'est hyper important parce que si on n'arrive pas à avoir de financement, tout ce que je vous ai dit, ça sert à rien. La fiscalité. Il faut que vous sachiez, comme je vous ai dit, ce que c'est LMNP, LMP, SCI, IRIS, c'est quoi la différence, SRL de famille, SAS. Donc ça, il faut comprendre les bases de ces fiscalités-là. Donc je vais pas revenir dans cette vidéo ici parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais ça, faut comprendre ça, d'accord? Une fois que vous avez compris ça, il faut comprendre ce qui est adapté par rapport à votre profil. Est-ce qu'il faut que je fasse du LMNP, du nom propre, comme ça je récupère le cash direct? Est-ce qu'il faut que je fasse des SCI parce qu'on est plusieurs? Est-ce qu'il faut que je fasse une SRL de famille parce qu'on est en famille? Etc., etc., etc. Donc, comprendre quelle est la fiscalité qui est adaptée par rapport à ce que vous voulez faire. Et ensuite, c'est là que vous pourrez garder l'argent que vous allez gagner. Parce que si vous gagnez beaucoup d'argent, que vous le rendez à l'État, ça n'a aucun intérêt. Petit tips, vite fait sur ces types de fiscalité. LMNP, si vous faites du nom propre, ça c'est très bien pour dégager de l'argent très facilement. LMP, c'est lorsque vous êtes plus LMNP, donc c'est lorsque vous dépassez 23 000 euros ou lorsque les revenus locatifs sont supérieurs à vos revenus du foyer. Donc ça, c'est du LMP. SCI, c'est bien lorsque vous voulez correctement diviser des parts ou si vous voulez pas être soumis au taux d'usure. Si vous investissez avec des amis ou de la famille et que vous voulez que telle personne a 30%, l'autre 20%, ça c'est bien pour la SCI. L'inconvénient, c'est que c'est plus compliqué de convaincre les banques qui ne comprennent rien au SCI. SRL de famille, c'est pareil. Donc, si vous voulez investir en société, et SAS, ça c'est plutôt quand vous faites faire du marchand de biens, société type commercial, achat-revente, etc. D'accord? Donc, c'est important de comprendre un minimum de quelle fiscalité sera plus adaptée et qu'est-ce qui est mieux dans votre cas et ce qui va vous permettre de dégager le maximum de sous et rendre le moins d'argent à l'État. Donc, pour ça aussi, il faut une bonne comptable, etc., etc. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'oubliez pas, tout ce que je vous ai dit, c'est en détail dans la formation offerte. Si vous êtes encore là, mettez démarrer de 0 en commentaire. Bah oui, parce que pour l'instant, vous connaissez rien, mais là, je vous ai quand même appris pas mal de choses, j'espère en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des trucs, si vous savez déjà, si ça commence à vous trotter dans l'esprit ou si vous dites, ah ouais, je sais, je vais partir par là, etc. Ou si vous avez rien compris, ben, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Rajoutez-moi sur Instagram, je vais essayer de le mettre quelque part pour qu'on fasse plus en plus connaissance. Sauvegardez cette vidéo, partagez-la, likez-la si vous avez appris quelque chose. En route vers les 1000 abonnés et vous en route vers votre premier investissement. N'oubliez pas de télécharger votre formation offerte et on se rattrape sur la prochaine. À bientôt, c'était Willem. Ciao.